C'est l'heure du Journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le Nigeria qui s'apprête à rapatrier quelques 600 de ses ressortissants après les violences xénophobes en Afrique du Sud. Des émeutes qui ont suscité l'émoi sur le continent. Le bilan est de 12 morts depuis la semaine dernière. Le Nigeria est très concerné. Plus de 100 000 Nigérians vivent en Afrique du Sud. Nous irons au Cap dans ce journal. La situation des passagers d'Aigle Azur ne s'arrange pas. Sur 13 000 voyageurs concernés, 11 000 sont bloqués en Algérie et 600 au Mali. Nous irons justement à Bamako dans le journal. Notre correspondant Paul Lorgerie nous racontera la galère des voyageurs. Troisième et dernier débat télévisé avant la présidentielle en Tunisie. Les électeurs indécis sont attentifs. Parmi les préoccupations des Tunisiens, l'économie. Nos correspondants sont allés à la rencontre des Tunisiens qui vivent dans la précarité. Reportage à suivre. 600 ressortissants nigérians se sont présentés au consulat de leur pays à Johannesburg en Afrique du Sud pour demander à être rapatriés. Une demande après les violences xénophobes qui ont secoué le pays la semaine dernière, des violences qui ont causé la mort de 12 personnes. Qui sont ces ressortissants nigérians qui ont demandé à rentrer chez eux? Caroline Dumay, notre correspondante au Cap, répondait à la question tout à l'heure. Écoutez. Il y a un peu de tout en fait dans ces 600. 600, c'est vrai que ça paraît un chiffre énorme. Il y a un avion qui va partir mercredi et un deuxième avion qui suivra. Alors il y a bien évidemment des Nigérians qui sont terrorisés par ce qui s'est passé, qui ont peur que ça recommence. La situation est calme, mais elle est un peu volatile, notamment au Cap, où il y a eu encore des pillages ce week-end. Il y a évidemment des victimes des pillages qui n'ont pas forcément envie de recommencer, de réouvrir leur boutique. Il y en a qui ont perdu des documents administratifs et qui ont besoin d'aller à Lagos pour faire refaire ces documents. Il y en a qui n'ont même pas de documents et qui ont peur d'être arrêtés parce que c'est vrai que ces pillages et ces émeutes se doublent maintenant de contrôle d'identité. Donc il y a un peu toutes sortes de profils finalement, mais je crois qu'il faut quand même bien préciser que 600 c'est un chiffre important, mais c'est rien par rapport aux centaines de milliers de Nigérians qui sont estimés en Afrique du Sud. C'est rien par rapport aux millions d'étrangers, à la cinquantaine de nationalités qui ont été affectées par ces émeutes xénophobes. Donc c'est une goutte d'eau, mais c'est une goutte d'eau, c'est vrai, assez symbolique. Alors le gouvernement sud-africain a tenu à rassurer. Aujourd'hui, il a reçu les délégations diplomatiques pour leur dire que l'ordre était rétabli, et le ministre de la Police, qui a donné un bilan de 12 morts pour les émeutes xénophobes, a précisé que plus de 600 personnes avaient été arrêtées et a tenu vraiment à rassurer tous les diplomates étrangers présents en Afrique du Sud. La galère des milliers de passagers d'Aigle Azur. Sur 13 000 voyageurs bloqués, 11 000 sont en Algérie. Les clients qui doivent rentrer pour des raisons professionnelles n'ont pas d'autre choix que de racheter un billet. La situation est aussi très compliquée au Mali. Ils sont 500 à 600 passagers à être bloqués. La correspondance à Bamako de Paul Lorgerie. Cet après-midi, près d'une trentaine de personnes ont manifesté leur mécontentement devant la représentation d'Aigle Azur à Bamako. Si aucun chiffre n'a été communiqué sur le nombre de personnes qui restent bloquées, certains qui devaient voyager vendredi ne savent toujours pas à quelle heure ou quand ils pourront repartir. Vendredi matin, je me suis venue ici avec mes deux enfants pour confirmer mon billet. Malheureusement, j'avais trouvé que l'agence était fermée. Donc il y avait du monde ici. On n'avait pas des explications. On ne savait même pas qu'est-ce qui se passe. Malheureusement, à la dernière information, on nous a dit que l'entreprise est partie en faillite. Donc on ne sait pas. On est là, on a posé des questions, le directeur il est sorti, il nous a dit que lui, ils n'ont pas de solution. Il faut qu'on prenne un autre billet encore pour retourner en France. S'ils souhaitent voyager rapidement, les Maliens expatriés en France et inversement doivent payer leur billet sur une autre compagnie. Et concernant la question du remboursement, les clients sont toujours dans l'expectative. À ce propos, Yacouba Ouattara, directeur de l'agence voyage ATM, est plutôt sceptique. Apparemment, la compagnie a des soucis, ne peut même pas rembourser parce qu'en faillite. Donc ça, ceux qui sont allés payer sur Internet, ça c'est de leur responsabilité. Apparemment, c'est une perte. Aigle Azur a assuré 5 vols par semaine entre Paris et Bamako. Un coup dur pour la destination malienne, lorsque l'on sait qu'en juillet, la compagnie Corsair a annoncé la fin de sa liaison entre les capitales maliennes et françaises, à compter du 15 septembre.
Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, l'Égypte qui plaide pour un retrait du Soudan de la liste américaine des pays soutenant le terrorisme. En visite à Khartoum, le chef de la diplomatie égyptienne, Samah Choukri, a affirmé que la présence du Soudan sur cette liste était un frein majeur au développement de son économie, alors que le pays est en pleine transition. La dernière escale africaine du pape François en Afrique, le Saint-Père était à l'île Maurice ce lundi. Il a célébré une messe publique à Port-Louis, la capitale, devant près de 100 000 fidèles. Le pape François s'est adressé à la jeunesse et lui a dédié son homélie, particulièrement à ceux qui souffrent du chômage. Le procès de Hajar Raissouni au Maroc, il a ouvert ce lundi à Rabat. La journaliste de 28 ans comparée pour relations sexuelles hors mariage et avortement illégal. La jeune femme qui risque jusqu'à 2 ans de prison nie les accusations. Son avocat affirme qu'elle porterait plainte contre la police pour maltraitance. Elle a subi un examen médical sans son consentement. Les Tunisiens de nouveau devant leur poste de télévision. 3e débat des candidats à la présidentielle. Premier tour prévu ce dimanche 15 septembre. Les autres débats ont été très suivis. Le premier a enregistré une audience de 3,5 millions de téléspectateurs. Et pour beaucoup de Tunisiens, c'est le moment du bilan, surtout sur le plan économique. Si certains indicateurs sont au vert depuis la Révolution, comme celui du tourisme par exemple, d'autres continuent à être dans le rouge. Le chômage stagne à plus de 15% depuis 6 ans. Lilia Blaise et Hamdit Lili, nos correspondants, sont allés à la rencontre de ces Tunisiens qui ont du mal à joindre les deux bouts. Reportage. À Bir Ali Ben Khalifa, une ville à quelques kilomètres de Sfax, le centre économique du pays, les habitants attendent toujours le changement. La jeunesse fuit à cause du manque de travail, souvent clandestinement. Maktouf, travailleur journalier, a perdu l'un de ses fils il y a 2 ans dans le naufrage d'un bateau clandestin qui partait pour l'Europe. Mon fils a fait une formation. Il a travaillé comme plombier, comme réparateur de climatiseurs, réparateur de frigo. Mais au final, le travail se faisait toujours rare. Et en plus, on le payait mal ou pas du tout. Dans les cafés de la ville, les diplômés chômeurs rongent leurs freins. Certains sont sans travail depuis la révolution de 2011. Sur 600 000 chômeurs en Tunisie, plus de 200 000 ont fait des études, comme Ramzi pour être professeur en philosophie, mais il n'a jamais enseigné. La corruption s'est beaucoup développée depuis la Révolution. Et on n'a rien sans donner quelque chose. C'est pour cela que l'espoir des jeunes s'est terni depuis la Révolution. Dans la capitale aussi, des travailleurs plus âgés souffrent de la crise. Entre 2011 et 2015, plus de 1500 entreprises industrielles ont fermé leurs portes. Les employés de cette société spécialisée dans la fabrication de couches sont au chômage technique depuis 3 mois. Leur patron s'est volatilisé sans explication. S'ils avaient voté lors des élections de 2014, aujourd'hui, la politique n'est plus une priorité. Vous vous trouvez sans salaire, sans aucune visibilité, sans rien. Je vois que la politique, c'est votre dernier souci. 8 ans après la Révolution, l'enjeu des élections est plus que jamais économique et social, selon ce professeur en économie. Si on ne résout pas la crise du chômage, tôt ou tard, nous aurons une explosion sociale. Il faut réinvestir dans tout ce qui est infrastructure. Regardez les coupures d'eau qui viennent de se passer récemment, les coupures d'électricité, les infrastructures vides. Pourquoi ça arrive? Parce que l'investissement public est mort. L'État n'investit plus. Avec un chômage qui stagne à 15,3% et plus de 9000 mouvements sociaux en 2018, les candidats et les partis sont attendus au tournant. Au Sénégal, l'ancien journaliste Adama Gaye, détenu depuis fin juillet à la prison de Dakar, a entamé une grève de la faim. Ce lundi, il est mis en cause pour offense au chef de l'État et atteinte à la sûreté de l'État après la publication sur sa page Facebook de posts virulents sur la gestion des hydrocarbures dans le pays. Ses avocats dénoncent une détention arbitraire. Écoutez l'un d'entre eux au micro de nos correspondants à Dakar. M. Gaye est placé dans des conditions subhumaines, dans une saleté animalesque, dans une chambre peut-être qui peut prendre à la limite 50 personnes, ils sont plus de 200. Les conditions sont extrêmement dures et c'est incompatible aussi bien avec son âge que son statut. On part à présent en Éthiopie. La prison de Mekelawi était l'une des plus redoutées dans le pays avant sa fermeture l'an dernier. Pendant des décennies, des prisonniers politiques y étaient torturés. Elle a été ouverte pour des visites pendant quelques jours. Le message du nouveau Premier ministre est qu'il veut marquer une rupture avec les régimes précédents. Nicolas Germain.
Pendant des décennies, Mekelawi était la prison la plus tristement célèbre d'Éthiopie. On y torturait des prisonniers politiques. Ce fut notamment le cas pendant la dictature de Mengistu Haile Mariam. L'an dernier, le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed l'a fermé. Il souhaite incarner un nouvel élan réformiste et a décidé que pendant quelques jours, le public pourrait la visiter. Bekfadou Hailou est un blogueur qui a été détenu dans cette cellule pendant 3 mois en 2014. Je n'oublierai jamais lorsque j'entendais les gardes approcher avec les menottes. J'entendais le cliquetis. Mon cœur battait de plus en plus vite, j'avais peur. Ils m'enfilaient les menottes et m'emmenaient ensuite vers les cellules de torture. Kifiyalou Tefera a perdu l'usage de ses jambes après des séances de torture à Mekelawi. Ici, des êtres humains ont été torturés, physiquement et mentalement, des milliers de personnes. Beaucoup ont perdu la vie. C'est difficile émotionnellement pour moi de revenir sur les lieux. L'ouverture temporaire a attiré de nombreux visiteurs. On ne doit plus jamais avoir des prisons comme celle-ci. On doit résoudre nos différends politiques d'une manière civilisée. On doit se parler. Notre histoire nous montre que le sang et la torture ne mènent nulle part. Malgré cette ouverture, Abiy Ahmed est accusé d'utiliser les mêmes mesures répressives que ses prédécesseurs, surtout depuis l'assassinat en juin de plusieurs dirigeants politiques et hauts gradés militaires. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Vous pouvez retrouver tous nos reportages sur notre site internet france24.com et sur notre page Facebook. Je vous invite également à regarder le gros mot de l'écho présenté par Myriam Mascarello sur la microfinance, une émission tournée à Abidjan en Côte d'Ivoire, disponible sur nos antennes et sur notre site internet france24.com. Restez avec nous.